Voilà ce qu'il faudrait maintenant utiliser en connaissant cette loi. Car si nous avons la capacité d'anticiper notre vie, eh bien, il ne faut pas se déséquilibrer. Donc il faut arranger notre futur avant de le vivre. Ben, je vous remercie Eh ben, dis de donc, cette c'était écoute. très théorique. Je ne sais pas si tout le monde a bien perçu. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions Merci. S'il y a des personnes qui ont des questions de nature, on va dire, plus technique ou scientifique, avant peut-être, Jean-Pierre, de dire quelques mots sur les applications, qui est, je pense, ce qui va intéresser aussi beaucoup. Oui. Donc, par rapport à la notion de double, est-ce qu'on peut dire que, puisqu'on est dans la matière, nous, est-ce que notre double ne serait pas lié à l'antimatière? Alors l'antimatière, c'est un peu comme la matière noire et l'énergie noire. C'est ce qu'on a inventé pour expliquer qu'il y avait un monde lié à une dissymétrie matière-antimatière. Là, on rentre un peu dans des complications, parce que cette antimatière, en fait, si on prend l'exemple classique d'une matière-antimatière, ça donne de l'énergie. Nous n'avons aucune raison d'être là. Or, nous sommes là, ce qui prouve qu'il y a une dissymétrie. Cette dissymétrie, on ne se l'explique pas. Maintenant, si vous prenez un cycle de dédoublement avec un commencement et une fin, c'est un peu comme faire avancer quelqu'un à coup de pied au derrière. Lorsque l'effet du coup de pied a disparu, la personne s'arrête. On a oublié une chose, c'est que le dédoublement a un cycle et que ce cycle fait que on retrouve l'énergie initiale à la fin du dédoublement. Comme nous avons une science qui ne parle pas du tout de cycle, et surtout pas de cycle de dédoublement des temps, parce que si vous supprimez le mot de dédoublement, ça vous fait un cycle de dédoublement, ça vous fait un début de temps et une fin des temps. Alors parler de fin des temps aux gens qui ne connaissent pas le cycle de dédoublement des temps, on se demande de quoi on parle. Et on en arrive à des choses complètement stupides, qui est de créer des histoires de fin du monde, de chaos. Or, réfléchissons aussi à la chose suivante. Si notre pensée crée un potentiel, celui qui crée le chaos va le vivre. Donc il serait temps quand même de commencer à comprendre que nous vivons dans l'histoire que nous imaginons et qu'il est bon d'imaginer des histoires agréables plutôt que d'imaginer toujours des chaos futurs. Nous sommes en ce moment perturbés par des annonces apocalyptiques d'événements qui n'auront pas lieu si nous changeons nos pensées. Et c'est ça l'intérêt de faire connaître cette théorie, c'est que nous sommes maîtres de notre futur. Et c'est ça aussi la difficulté de la faire connaître au niveau scientifique, c'est que les scientifiques entendent ce discours-là et se disent « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors pour répondre à l'histoire de l'antimatière, on pourrait dire la chose suivante, c'est que l'antimatière n'est que de la matière dans un temps virtuel, et que dans ce temps virtuel, pour l'observateur qui observe ce temps qui est donc réel, cette antimatière est la matière qui à son tour peut donner de l'antimatière dans un autre univers. Et vous avez ainsi un emboîtement de temps, un emboîtement de matière qu'on appelle antimatière, mais il se trouve que par le mouvement de dédoublement, on arrive qu'à la 8e antimatière devient la première. Ce qui fait que vous avez en fait un flux qui circule, c'est un flux temporel. Et que, évidemment, la matière première que nous observons, on a l'impression qu'elle est liée à une matière virtuelle, mais en fait, elle n'est que dédoublée. C'est de la matière dédoublée, et ce cycle de dédoublement prend fin, et évidemment, si matière égale antimatière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que de l'énergie. Ce n'est pas le but du dédoublement. Le but du dédoublement est de faire évoluer des univers. Donc il y a une dissymétrie permanente liée au mouvement de dédoublement. Et quand un cycle de dédoublement s'arrête, c'est l'univers dans lequel on se dédouble qui est en dédoublement, qui va redonner de l'énergie à l'espace qui est compris à l'intérieur et qui, lui, va recevoir l'énergie extérieure.
Donc il y a tout un phénomène universel qui rentre en jeu, et nous sommes en train de vivre en ce moment une fin du cycle de dédoublement des temps solaires, et ma foi, on n'en a pas encore pris la mesure. On ne sait pas que les perturbations sont liées à cette fin de cycle, que nous recevons énormément d'informations, que ces informations permettent de fabriquer un potentiel, et que comme nous ne maîtrisons pas nos pensées, nous ne maîtrisons pas ce potentiel. De ce fait, nous sommes un petit peu sujets à tous les potentiels qui se fabriquent dans le monde entier, et ma foi, on voit bien ce que ça donne à l'heure actuelle. C'est-à-dire que cette fin de cycle solaire fait que les échanges d'informations sont plus rapides. On a de plus en plus d'informations qui nous arrivent, et c'est pour ça que les choses vont de plus en plus vite. Exactement, et c'est pour ça que vous voyez que la technologie actuelle va à une rapidité folle. On invente en une année ce qu'on a mis 20 ans à inventer, et puis les 20 ans qu'on vient d'inventer, c'était comme 5000 ans. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit aussi que les enfants ont un potentiel bien plus important que les vieillards. Tout ça, c'est-à-dire, pour illustrer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la réponse arrive quasiment en même temps que la question. Toujours. En même temps. Ça va même plus loin. Le mécanisme d'anticipation, qu'on peut appeler ça même, il y a un mot, il y a toujours le gros mot savant derrière, qui est hyper-incursion. C'est-à-dire que vous n'avez pas commencé à penser consciemment, ce n'est qu'une pensée encore inconsciente, qu'elle a déjà sa solution potentielle. Et que dans cette solution potentielle, ça vous fait poser une autre question potentielle qui entraîne une réponse encore potentielle. Et c'est la conséquence de cela qui finalement donne la pensée consciente. C'est pour ça qu'Aristote, comme je vous le disais tout à l'heure, disait il y a deux causes. Il y a la cause initiale, vous en êtes maître. Il y a la cause finale, vous en êtes maître. Mais si vous ignorez la cause initiale et la cause finale, vous croyez que votre pensée est structurée par votre cerveau, par des histoires de protéines ou de courants électriques, alors que c'est lié à 3 temps différents. Mais avec cette démonstration-là, ça veut dire qu'on devrait avoir en permanence des foultitudes d'idées dans la tête. Oui. Et pourtant, on n'en a pas autant que ça. Elles sont filtrées. Alors, il y en a certains qui sont inconscientes. Il y en a certains, en tout cas, qui n'arrivent pas jusqu'à nous. Et peut-être que ça s'explique parce que les scientifiques nous disent aussi que notre cerveau reçoit, je crois, c'est 400 000 millions, gère 400 000 millions de bits par seconde, mais que nous sommes conscients que de 2000. Donc, je crois que le rapport, il est de 1 à 200 000. Donc, en fait, il y a 200 000... Enfin, nous ne sommes conscients que de 1/200 millième. Oui, il y a plusieurs théories au sujet du temps d'inconscience. Si vous voulez, pendant des centaines d'années, on avait une chaîne pour recevoir des informations, et maintenant, on en a 1 million, en même temps. Alors, on ne sait pas trier. Le problème, c'est pas que les gens ne reçoivent pas d'informations, ils en reçoivent de trop. Et comme eux, consciemment, ils ne les ont pas, mais les cellules les ont, et les cellules, elles n'arrivent pas à comprendre ce qu'on leur donne comme information. Et comme on n'est pas capable de trier, notre corps va subir des déséquilibres. On va aller au-devant de déséquilibres nouveaux. Il y en a déjà. Mais ces déséquilibres, c'est simplement parce que notre corps reçoit une information et qu'on n'est pas capable de lui préparer un futur pour avoir la solution à ce problème. Car n'oublions pas que le dédoublement est fait pour avoir la solution en même temps que le problème. Donc si on ne fait pas marcher cette mécanique-là, on a un problème qui n'a pas de solution. Et on va chercher des solutions autres pour résoudre un problème qu'on ne connaît pas. Donc si on veut s'équilibrer, il faut faire très attention à sa pensée. En fait, il faut contrôler en permanence contrôler en permanence sa pensée. Et si vous voulez bien vivre, il suffit de penser à bien vivre. Alors, il y avait une autre question avant qui était par là, monsieur. Oui. Oui, ça marche. Il faut juste le... Pour l'antimatière, je finirai par dire aussi, il va y avoir une publication faite d'ici la fin de l'année. Je vais faire une publication justement sur l'antimatière, la matière noire et l'énergie noire. Je ne sais pas qui a posé la question. Un monsieur qui était par là-bas. Excusez-moi, la publication, où? On sait, vous savez ou pas? Elle sera présentée en Italie, mais elle sera publiée sans doute en fin d'année ou en début d'année. D'accord. American Institute of Physics. Ok.
Bonsoir, monsieur. Si vous me permettez, je voulais commencer par vous dire que, contrairement à ce que vous disiez, ce que vous expliquez n'est pas simple. Vous avez plusieurs fois répété que c'était assez simple à comprendre. Or, je trouve qu'il y a une intrication dans les notions que vous utilisez qui est justement extrêmement compliquée et qui parfois me dépasse, alors que je fais de la philosophie des sciences. Et donc, je ne sais pas, vous avez parlé d'aspect, vous avez parlé d'Einstein et de tout un tas de scientifiques, et je ne vois pas très bien la relation que vous avez faite entre leurs idées. Mais je peux vous répondre sur le lien entre Aspect et Einstein. Alain Aspect, dans les années 80, a voulu démontrer que on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière au niveau de l'information. Et il fait donc une expérience très sérieuse et il trouve que, en effet, il y a une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Alors on lui fait revoir sa copie. Il fait une publication, on lui dit non, ce n'est pas possible. Il refait les expériences et trouve encore que l'information entre particules dédoublées est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc ça en reste là. Il faut attendre les années 98 pour que Nicolas Gisin fasse des expériences à son tour. Lui, il trouve, je crois, 50 ou 100 fois supérieure à la vitesse de la lumière. On lui dit pareil, vous vous trompez, ce n'est pas des vitesses mesurables et tout ça. Bon, et finalement, c'est Suarez qui, lui, trouve une vitesse infinie, et on a appelé depuis l'intrication entre particules à cause de cette vitesse infinie. Et comme c'est maintenant complètement admis dans toute la communauté scientifique, Alain Aspect, qui le premier a trouvé une vitesse supérieure à l'information, supérieure à la vitesse de la lumière, et qui en fait il voulait prouver le contraire, a eu un prix Nobel pour avoir voulu prouver le contraire de ce qu'il a prouvé. Et ça fait un prix Nobel pour un Français, mais enfin c'est pas plus mal. Alors pourquoi le lien avec Einstein et Alain Aspect? C'est que l'équation d'Einstein connue, qui impose la vitesse de la lumière, fait que vous ne pouvez pas avoir une particule de masse, douée de masse, supérieure à la vitesse, qui aille plus vite que la vitesse de la lumière. C'est un seuil. Aucune particule ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, essayer de démontrer que c'est possible, c'est évidemment une gageure. Et la gageure a été faite à l'envers. Car Alain Aspect voulait définitivement marquer ce n'est pas possible d'aller plus vite. Voilà. Et il a trouvé l'inverse. Oui, donc voilà le lien que je fais entre Alain Aspect et Einstein. Enfin, on parle encore de vitesse théorique. En ce qui attendez, attendez, il y a des choses qui ne sont pas encore admises au niveau de l'anticipation. Hein. Ne croyez surtout pas que dans la communauté scientifique, hein, c'est admis comme ça. Non. Je vais vous dire, les publications sont des publications par référé. Ça veut dire qu'en gros, si on dit que c'est quelque chose qui n'est pas valable, il faut déjà dire aux scientifiques qui ont agréé, qui ont récompensé même une publication, qu'ils se sont trompés tout comme moi. Il y a avant que la communauté scientifique officielle soit au courant de certaines découvertes, il se passe des années. Il ne faut pas croire que c'est instantané. Oui, je connais bien. Donc si vous faites de la philosophie des sciences, avant que ça atteigne ce niveau-là, ce que je vous demanderai plutôt, c'est si vous voulez progresser dans la connaissance, c'est de vider votre bouteille avant de la remplir. Alors comme ça, vous pourrez admettre des choses qui font que votre connaissance a du mal à rejeter certaines choses. Oui, mais il faut rester dans une certaine logique. Quand même. Ah, il faut rester dans la logique. Non, mais ça c'est justement ce qu'il y a de bien en science, c'est que les publications par référé obligent à avoir justement un frein, des arbitres, et d'autre part que dans une théorie, vous n'avez jamais trouvé quelque chose qui est une finalité. Imaginez qu'une théorie puisse donner l'explication de tout, mais elle n'en a plus rien à faire. Une théorie est par définition même incomplète. Mais comme disait Coluche, elle fait avancer le public. C'est tout. C'est ça qui est important. Oui, une autre question, vous vouliez. Oui, alors je voulais vous demander juste une question, alors parce que j'en aurais eu beaucoup à demander. Mais comment vous définissez l'intelligence, alors? Ah, ça c'est une grande question qui est au niveau de, comment dire, qu'il faut sortir là de tout l'aspect psychique.
Parce que l'intelligence, dans le sens qu'on est plus ou moins intelligent, n'est pas... c'est pas, disons que le mot est mal adapté. Tout à l'heure, en effet, j'ai dit doué d'intelligence. J'aurais d'ailleurs dit, mieux fait de dire doué de réflexion que d'intelligence, déjà. Parce qu'il y a une notion de supériorité ou d'infériorité dans la notion d'intelligence. Tandis que deux particules qui se dédoublent, le but est tout simple. Ce qui t'arrive, je dois le savoir le plus vite possible. Parce que ce qui t'arrive peut m'arriver, et donc je dois réagir avant même que je sache que ça va m'arriver. Et ça, c'est le principe même du dédoublement. Et c'est un principe vital. Il faut à tout prix savoir ce que je dois faire avant de savoir que je vais le faire. Et j'aime bien une phrase qui est de Paul Éluard, qui est pourtant pas un scientifique, mais qui a une phrase scientifique, le passé est la mémoire du futur. C'est joli comme phrase. Mais ça veut dire qu'en fait, le présent n'existe pas. On ne fait que vivre quelque chose qu'on mémorise. On mémorise un potentiel. Ce potentiel est là, à notre disposition. C'est un instinct. Alors nous, en fait, on serait peut-être, si on va à l'excès de cette idée-là, le robot de nous-mêmes. Je me fabrique un potentiel et j'en vis. Mais si je suis le robot de moi-même, c'est insuffisant. Maintenant, je suis le robot de tout le monde, puisque tout le monde fabrique un potentiel dans le même espace. Et ça, c'est l'intrication. Et à ce moment-là, je peux bénéficier des informations de tout cet espace pour me faire vivre dans le même espace que tous ceux qui fabriquent ce potentiel. Donc finalement, l'intérêt de cela, c'est que je peux vivre des choses que je n'ai pas inventées. Mais inversement, des gens peuvent vivre ce que j'invente. Alors vous voyez immédiatement que si j'invente des choses horribles, les gens vont vivre des choses horribles. Donc, on en arrive à une chose assez intéressante, c'est qu'une loi scientifique débouche sur une loi qui pourrait paraître non scientifique, qui est de penser à faire à autrui ce qu'on aimerait qu'autrui pense à nous faire. Or, c'était une règle qui, les premiers écrits sont de Pythagore, ça se poursuit avec l'ère chrétienne, avec l'ère musulmane. On a toujours... Alors, on a mis ça côté, comme disait Rémi tout à l'heure, de l'invisible, c'est-à-dire côté religieux, dogmatique. On ne fait pas rentrer ça dans la science, qui ne s'occupe pas du côté invisible, mais en fait, on est bien obligé d'admettre qu'il n'y a pas de frontière. Il n'y a aucune frontière. Et c'est là où, en ce moment, on trouve justement quelque chose de très palpitant, très épanouissant, c'est qu'on cherche une équation qui résout la mécanique de l'infiniment petit avec la mécanique relativiste de l'infiniment grand. Mais la chose à laquelle on n'a pas pensé, c'est que nous sommes cette équation. Car nous sommes vivants parce que nous utilisons en permanence la possibilité d'aller dans le passé ou dans le futur, comme la mécanique quantique, où les particules, vous savez, peuvent échanger le temps sans aucun problème, avec la mécanique relativiste qui, elle, interdit ce passage-là. Comme on dit scientifiquement toujours, c'est on ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère. Bon, ça, c'est une loi. Mais c'est une loi macroscopique. Mais microscopiquement, on peut même imaginer qu'on pourrait rentrer dans le ventre de sa mère. Mais ce n'est plus que de l'imagination. Mais ça voudrait dire qu'on peut aller chercher des informations quand nous étions dans le ventre de notre mère. Ou même avant. Puisque les particules, elles, se jouent du temps. Alors évidemment, il y a des limites. Ces limites, on ne les connaît pas. Il faut faire des expériences. Mais il y a un moyen de connaître certaines limites quand même, puisque j'ai pu démontrer qu'il y avait une loi sur les particules qui était une loi de la quarantaine, qui est en fait de 39 jours 27, et qui fait qu'une particule est agissante avec un certain laps de temps, qui est de 39 jours 27, et on retrouve les vieilles histoires de carême, de quarantaine. Mais on sait très bien qu'on n'est pas contagieux au bout de 40 jours d'infection. Ben, les microbes le savent, mais nous, on l'a oublié. Nous, on en a fait quelque chose d'ésotérique. On l'utilise scientifiquement, mais on ne sait pas pourquoi. Donc on retrouve par la science une chose qui est juste. Quand on a beaucoup d'applications qui sont justes, on est obligé d'admettre que dans la théorie, il y a quelque chose de juste. Mais ça ne veut pas dire du tout que toute la théorie est juste. Et heureusement,
Parce que si un jour il y a une théorie qui est définitivement juste, on n'a plus rien à faire. Ça veut dire qu'on ne se pose plus de questions, car on a les réponses. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin du dédoublement du temps, et qu'on vit avant d'être vivant. On peut... On va arrêter. Il y a une autre question là-bas, si on peut passer le micro. Non, mais voilà. Il y a un micro. Bonsoir. Moi, je ne suis absolument pas scientifique. Et j'avais une question très concrète à vous poser. Comment utiliser son double? Comment Utiliser son double. Attention que le mot double est dangereux. C'est nous dans un autre temps, déjà. Comment utiliser son double? Le problème, il est le suivant. Si vous pensez que chaque pensée fabrique un potentiel, que ce potentiel, vous n'en avez pas la possibilité de le voir, de savoir ce que vous avez fait exactement, il faut utiliser l'autre partie de nous-mêmes qui vit dans un autre temps pour contrôler le futur que nous fabriquons. Alors il y a une période de la vie qui est importante, c'est cet échange d'informations qui s'effectue au cours du sommeil paradoxal, où là vous êtes en complète immobilité. En fait, c'est parce que vous cherchez des informations et que votre corps n'abrite plus comment dire, tout votre stock d'informations. Vous êtes parti chercher de l'information ailleurs, vous êtes en atonie posturale complète, et c'est là où s'effectue le meilleur contrôle de tout ce que vous avez fabriqué en potentiel dans la journée. C'est la raison pour laquelle notre mécanique est très bien faite. Pendant le jour, on fabrique un potentiel et on le vérifie la nuit avant de le vivre le lendemain. Et si on fait marcher cette mécanique-là de façon naturelle, ma foi, il n'y a aucune raison d'être mal. On n'est pas du tout dans une société qui vit avec ça. Et puis, il y a deux blocs opposés à ça, il ne faut pas l'oublier. Vous avez le bloc scientifique qui vous dit c'est ésotérique, et il y a le bloc religieux qui vous dit c'est scientifique. Mais les deux ne veulent pas admettre que, en fait, nous ne sommes qu'un tout. On a séparé des choses qui, en fait, ne sont pas séparables. Alors, d'un côté, vous avez des dogmes religieux, comme disait Rémi, qui nous ont quand même paralysés. Vous avez maintenant des dogmes scientifiques qui nous paralysent de la même façon. Mais comme c'est scientifique, c'est beaucoup plus facile de voir où sont ces dogmes. L'avantage de la théorie du dédoublement, c'est que le seul dogme qu'il y ait, c'est que je suis observateur de mon espace, dans un temps donné. Je crois que tout le monde peut se le dire. Mais attendez, c'est aussi un postulat, c'est un dogme. Si demain on prouve que, en fait, le postulat c'est que vous vivez dans 3 temps différents, eh bien à ce moment-là, ce postulat tombe. Je ne suis pas l'observateur de mon temps, je suis l'observateur de mes rêves. Ou je suis l'observateur de ma mémoire. Mais en fait, il faudrait que je sois l'observateur de ma mémoire, l'observateur de mes rêves, pour bien vivre dans le temps présent. Ah oui, ça complique. Alors il faut savoir utiliser ça dans le quotidien. Évidemment qu'il faut savoir utiliser ça dans le quotidien. Mais ce n'est pas évident. Et surtout, ce n'est pas évident à faire admettre. Or, en plus, si vous avez essayé de faire admettre cela en allant dans le prosélytisme, vous forcez les gens à modifier leurs pensées, donc vous faites le contraire de ce que vous voudriez faire. Donc ça vous oblige aussi à ne pas aller dans le prosélytisme pour faire admettre quelque chose que vous pensez être vrai. Là aussi, c'est de la mécanique quantique. Mais c'est de la mécanique aussi macroscopique. Donc tout ça, c'est un peu compliqué, si vous voulez, dans le sens que on ne peut pas vivre sans savoir qu'on va vivre ce qu'on imagine. Alors moi, je dis, il y a une urgence, c'est qu'il faut enseigner aux enfants à freiner leur imagination, de façon que quand ils deviennent adultes, ils puissent vivre
dans des rêves merveilleux, au lieu de vivre dans un monde misérable. Et vraiment, le monde qu'on prépare à l'heure actuelle est assez dangereux parce qu'il y a une autre chose qui s'effectue, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous terminons, et ça c'est les explosions solaires qui le montrent, nous terminons un cycle de dédoublement du temps, c'est-à-dire que nous recevons des informations telles que nous pouvons actualiser n'importe quel potentiel, et il ne faudrait pas que ce potentiel nous détruise. Et il faut donc contrôler les échanges d'informations dans ces temps imperceptibles que j'ai appelés ouverture temporelle pour qu'on puisse vivre dans le calme et la tranquillité. La calme et la tranquillité est à la mesure de nos pensées. Et on rejoint un proverbe ancien, on pourrait peut-être l'utiliser en conclusion, qui sème le vent, récolte la tempête. Et un autre peut-être, la nuit porte conseil. On va laisser... J'aimerais me poser une question et y répondre. Puisqu'on en a la question, c'est, puisqu'on fabrique des potentiels par nos pensées, comment actualiser ces potentiels? Il y a une autre loi derrière, c'est la loi des attirances, à savoir des attractions. C'est-à-dire que si vous avez fabriqué un potentiel en étant dans un certain état d'esprit, celui qui sera dans le même état d'esprit pourra actualiser ce potentiel. Et si vous vous trouvez en présence de personnes qui actualisent des potentiels différents du vôtre, vous le trouverez antipathique. Et vous ne pourrez pas vous approcher des gens qui sont dans des potentiels différents. C'est la 3e fois que je viens à vos conférences, ça commence un peu à rentrer. C'est difficile, mais ça y arrive un peu plus. J'ai une question qui risque de vous fâcher, parce que vous avez une recherche qui est très scientifique, mais en même temps, il y a des gens qui sont un petit peu différents de la moyenne. Il y a déjà ceux qui, naturellement, vieillissent moins vite, et il y a des gens qui ont des capacités, des perceptions qui sont différentes. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que les échanges d'informations qui s'effectuent dans les ouvertures temporelles ne s'effectuaient pas avant la fin du cycle comme elles s'effectuent maintenant. C'est-à-dire que si on se reporte un siècle ou deux en arrière, cette capacité de ressentir l'autre n'existait pas de la même façon. Voir quelque chose qui n'est que potentiel, c'est quelque chose de difficile. Or maintenant, c'est plus quelque chose de difficile, c'est l'inverse qui est difficile. C'est de ne pas voir le potentiel. Et le risque, c'est de se tromper de potentiel, de prendre le potentiel de quelqu'un d'autre et d'en vivre. Et à ce moment-là, vous allez vous déséquilibrer. Le problème, il est, comment puis-je vivre le potentiel qui m'est adapté? Eh bien, il faut que j'utilise les 3 temps différents. Et ces 3 temps différents, il faut savoir que je peux être dans ces 3 temps différents. Et qu'il y a des moments de la vie qui sont bien particuliers. Et je disais tout à l'heure, le sommeil paradoxal, maintenant, on commence à analyser quand même pas mal le sommeil paradoxal. Il y a même la recherche scientifique qui, en mars dernier, je crois, a titré qu'il y avait la possibilité de se décorporer en triturant le cerveau, et on a appelé ça l'illusion de la décorporation. C'est pas mal. C'est déjà une approche. Je dis une chose assez fréquemment aux gens qui posent la question au sujet de cette décorporation qui permet d'aller à des vitesses d'ailleurs supérieures à la vitesse, nos vitesses naturelles. C'est que les premières expériences scientifiques qui ont été faites en centrifugeuse pour les pilotes d'avions à réaction qui passaient le mur du son. Ensuite, ça a été utilisé pour les cosmonautes qui partaient se satelliser. Pourquoi? On les faisait tourner à une vitesse folle, on freinait d'un coup pour voir s'ils résistaient à la pression sensationnelle qui s'exerçait sur leur corps. Or, il y en a qui sortaient de leur corps. Et c'était tout à fait officieux, parce qu'on ne publiait pas ça, mais tous les scientifiques qui faisaient ces expériences notaient ça. Et en particulier, on avait bien noté qu'il y en avait qui avaient un mal fou à réintégrer leur corps, et que de ce fait, ils étaient pris souvent de vomissements ou de maux de tête assez exceptionnels, et ceux-là n'étaient pas considérés comme aptes à faire des voyages dans l'espace. Mais disons, vous vous rendez compte, c'est les années 40 ou 50. En France, la recherche scientifique vient juste de titrer, donc recherche scientifique française vient juste de titrer que la décorporation était possible, mais c'était une illusion.
Donc on a une illusion de décorporation, mais est-ce que ça ne va pas plus loin? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que justement cette capacité de sortir de notre corps est utilisée pendant nos nuits? Et alors là, ça rejoint les expérimentations de tous les béotiens que nous sommes, car nous sommes tous béotiens sortis de la science. Ben, ma foi, on sait très bien qu'on rêve, on sait très bien que le rêve est différent de notre réalité. Alors, est-ce qu'on voit une autre réalité ou est-ce que c'est de l'imagination? Alors là, bien sûr, on peut discuter. Maintenant, si vous appliquez ça dans la vie et que vous avez vraiment une application stricte, rigoureuse, et que vous apercevez qu'il y a des résultats, alors il faut les utiliser. Et la philosophie, c'est aussi rechercher la sagesse. L'étymologie du mot philosophie, c'est rechercher la sagesse. Alors peut-être que ça peut être le mot de la fin. Si on ne s'éloigne pas trop de la logique et de la sagesse, ma foi, on fait à la fois de la philosophie sans le savoir et de la science sans le savoir. Et on est comme le bourgeois gentilhomme. On fait de notre vie quelque chose d'intéressant en utilisant des choses que les autres ont découvertes. Voilà. Merci. Merci.